On ne libère pas son art du jour au lendemain. Ce n'est pas comme un interrupteur de lumière, éteint ou allumé, copyright ou libre. Questionner le droit d'auteur, c'est plus comme un gradateur de lumière. On fait la transition lentement quand quelque chose de nouveau se passe dans notre vie. Je me rappelle quand mon gradateur était poussé tout à fait vers le copyright. Je n'avais que 6 ou 7 ans, donc c'est possible que je ne pensais pas des choses dans ces termes précis. J'étais dans un cours d'art, on m'avait donné une feuille de papier et on m'avait demandé de la plier en deux et de dessiner la forme d'un papillon et puis de la découper de sorte que les deux côtés étaient symétriques. J'ai fait tout cela, puis j'ai jeté mes restants et puis pendant que moi je coloriais mon papillon, un autre élève est allé chercher dans la corbeille pour trouver mes restants et il les a utilisés pour faire son papillon. Quand tous les papillons étaient achevés, on les a mis ensemble, et ça se voyait tout de suite que des papillons avaient la même forme. C'était différentes couleurs, mais la même forme. Et j'étais blessée. Je ne voyais pas du tout sa créativité. Le fait d'aller chercher de l'inspiration dans la poubelle, c'est quelque chose quand même. Et je suis rentrée chez moi, et j'ai raconté tout ça à ma mère, et elle m'a répondu, eh bien, l'imitation, c'est un compliment. Je n'étais pas du tout d'accord. On peut dire qu'à ce moment-là, j'étais fervent partisan. Depuis, les choses ont changé un petit peu. Je suis devenue artiste professionnelle et aujourd'hui, je vais parler du chemin que j'ai fait, comment je suis arrivée à être artiste libre et comment vous aussi, vous pourriez vous libérer, votre art ou vous-même. Et je vais en parler en 6 étapes. La première étape, reconnaissez que vous imitez les autres et que, par conséquent, l'idée que votre art peut vous appartenir complètement est illogique. Vous avez besoin de tout l'art qui vous entoure, tout l'art dans l'histoire de l'art, pour créer votre art, mais aussi pour que votre art puisse être compris, apprécié. Ma prise de conscience a eu lieu quand je suis devenue artiste professionnelle et plus particulièrement portraitiste. Je peins plein de différentes choses, mais les visages sont vraiment mon truc. Et cela veut dire que je suis l'artiste le plus chanceux du monde. Après tout, la plupart des artistes ne peuvent pas être sûrs que qui que ce soit va s'intéresser à ce qu'ils font, à part leur maman peut-être. Mais le portraitiste sait qu'il aura un public fasciné d'au moins une personne. Qu'il adore ou le déteste, le sujet va avoir une forte réaction à l'œuvre. Il va aussi avoir un fort attachement à l'œuvre. Après tout, quand quelqu'un dit que c'est un portrait, c'est mon portrait, il veut généralement dire que c'est un portrait de lui et non par lui. Comme avec ce portrait, c'est moi qui ai représenté, mais ce n'est pas moi qui l'ai peint, c'est Becca Bernstein, une amie. Mais quand moi je regarde cette image, j'ai la forte impression qu'elle est à moi. Et je sais que quand Becca regarde cette image, c'est pareil pour elle, elle a la forte impression qu'elle est à elle. Donc les idées de l'appartenance en ce qui a à voir avec les portraits, c'est un petit peu compliqué. Et c'est ce tableau qui m'a appris cette leçon au début de ma carrière. Le sujet, c'est Gavin Shatler. Il était galériste dans la région là où j'habitais à ce moment-là. Et il faisait plein de projets très intéressants et on écrivait beaucoup à propos de lui sur les blogs d'art. Et un des blogueurs a utilisé cette image sans me nommer. Et quand je lui ai posé la question « Mais pourquoi vous avez fait ça ?», il m'a dit que le portrait appartenait plus à Gavin qu'à moi. Et au début, je fus choquée par cette idée, puis j'y ai réfléchi un petit peu et je me suis rendu compte que j'ai besoin d'un monde d'influence et d'inspiration pour créer mon art. Et même si ces influences et ces inspirations n'ont pas toujours des visages, ne sont pas toujours des personnes, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je mets mon art directement dans le domaine public, libre à être utilisé par qui que ce soit, de n'importe quelle manière, pour n'importe quelle raison. La plupart des artistes, bien sûr, ne font pas ça. Ils sont adhérents du droit d'auteur, ils croient que tout ce qu'ils créent, chaque griffonnage, chaque email doit leur appartenir complètement. Ils croient que voilà, c'est comme ça que ça se fait, c'est un principe de l'univers, mais ça ne l'est pas. L'idée que l'art peut appartenir à quelqu'un à ce point-là,
Ça vient du droit d'auteur, et ça veut dire que le droit d'auteur est non seulement une réalité juridique, quelque chose pour les juges et les avocats à régler, c'est aussi une réalité conceptuelle, un paradigme, une manière de voir les mondes, de voir l'art, de gérer la culture. Et même si c'est un paradigme qui est très bien établi, ce n'est pas la seule manière de faire les choses. Donc, l'usage d'une image, comme ce portrait sur un blog, ou la reproduction de cette image, comme ce portrait ailleurs, ou le remix de cette image, comme ce portrait fait par un autre artiste. Tout sous contrôle absolu de l'artiste selon le droit d'auteur. Mais imaginons plutôt un monde où tout cela est considéré comme normal, bénéfique, naturel. On dirait que c'est le cas quand on regarde un bébé. Quelques heures après sa naissance, un bébé commence à imiter les expressions sur les visages qui l'entourent. Et ce n'est qu'un début pour nous. Adultes, l'imitation fait tellement partie de tout ce que nous faisons que nous nous en rendons même plus compte. Alors, nous ne sommes pas la seule espèce pour laquelle l'imitation joue. Toute espèce intelligente et sociale imite, mais nous le font particulièrement bien. Nous sommes des copycats, des perroquets. Nous sommes toujours en train de nous imiter les uns les autres, de se refléter pour mieux s'entendre. Et la preuve de notre aptitude pour l'imitation, c'est dans toute la culture, la technologie, la religion, l'art, nos langues. Si chacun d'entre nous aurait voulu être à l'origine de la langue, aurait voulu nommer chaque chose, nous n'aurions jamais abouti à une langue. Il faut que quelqu'un commence à imiter pour que la langue existe, pour que les mots ont un sens. Donc l'imitation, ça crée la langue, ça crée aussi toute la culture et aussi un contexte pour ces éléments culturels, que ce soit un tableau ou une tendance de mode. Et ce contexte est important pour deux raisons. Numéro un, ça crée une situation où l'élément culturel est vu partout, donc ça semble être utile parce que tout le monde l'utilise. Après, ça fait de sorte que quelqu'un va avoir envie de le refaire pour la prochaine génération. On va regarder l'exemple des réseaux sociaux. Certains d'entre vous vous rappelez peut-être de MySpace, ça a été cool pendant un petit moment, puis ça a perdu son importance avec l'arrivée de Facebook et Twitter. Ces nouveaux réseaux sociaux font à peu près la même chose. Ils ont laissé tomber certaines caractéristiques, les moins populaires, ils en ont ajouté d'autres, mais ils sont une évolution ou une imitation avec quelques modifications. Il est difficile cependant de tracer l'origine des réseaux sociaux. On pourrait dire que ce sont les forums de Craigslist, c'est un lieu de rassemblement en ligne, et ça ne fait rien où se trouve l'origine. L'important, c'est que chacune de ces formes a créé un contexte pour la chose qui est arrivée après, pour que cette nouvelle chose soit acceptée et adoptée tout de suite. L'importance des réseaux sociaux, de l'Internet lui-même, ça n'existe que parce que la plupart d'entre nous l'utilisent. Et beaucoup d'entre nous l'utilisent seulement parce que d'autres l'utilisent. En d'autres termes, ça doit être une fête, et plus particulièrement une fête où la plupart d'entre nous font des choses à peu près pareilles pour que la culture existe. Nous créons le sens, le but, l'intérêt de l'Internet, de la technologie, de la religion, de l'art. Nous créons le sens des mots que j'utilise pour parler avec vous, et nous le faisons ensemble en nous imitant les uns les autres. La culture évolue par des imitations imparfaites au fil du temps. Alors à ce moment-là, vous devez vous poser la question, oui Gwen, bon, l'imitation, je comprends, mais où est-ce que je me trouve dans tout cela? Parce que tout le monde sait que moi, je suis unique, exceptionnelle, et oui, nous le sommes tous, et heureusement que c'est le cas, parce que sans nos singularités, la culture serait en difficulté. Si la culture évolue par des imitations imparfaites au fil du temps, quelqu'un doit fournir ces imperfections, et c'est nous tous. Quand on parle de l'art, on pourrait les dire ainsi. L'art égale l'idée, plus sa technique, plus sa personne, et c'est la personne dans cette formule qui ne peut jamais être imitée.
Les idées et les techniques, ça, oui, et j'en fais beaucoup dans mon art, comme par exemple avec cette œuvre. C'est une chauve-souris frugivore de Dayak, un mâle allaitant son petit. C'est une spécialité de cette espèce fascinante. Et pour créer cette image, j'ai commencé par regarder des photos de chauves-souris que j'ai trouvées sur Internet, dans des livres, et j'ai créé ce dessin. Puis j'ai commencé à faire le tableau sur un morceau de bois. Là, je vous montre des images du processus. Je les ai pris tous les jours, toutes les semaines, selon le temps que je passais avec cette œuvre. Je travaille sur plusieurs œuvres en même temps. Et quand moi je regarde ces images du processus, je vois que j'avais du mal avec cette composition. Donc j'ai fait ce que je fais à chaque fois que j'ai du mal dans mon atelier. Je me suis tournée vers les autres artistes. Et en particulier, je regardais les œuvres les plus connues dans le monde occidental d'un parent avec ses enfants ou son enfant. Et c'est la Vierge de Fouquet en particulier qui m'intéressait. Donc j'ai décidé de recommencer ma chauve-souris en regardant cette composition. Un nouveau dessin, puis sur un nouveau morceau de bois, j'ai recommencé à ajouter des couches jusqu'à ce que j'ai achevé l'œuvre. J'ai copié Fouquet. Il n'est ni le premier ni le dernier artiste que j'imiterai ainsi, mais je ne pense pas trop vous offenser, et non seulement parce que Jean est mort depuis plusieurs siècles. Quand vous regardez cette image, j'y suis, et j'espère que ce n'est qu'une agréable surprise quand vous vous rendez compte que Jean est là avec moi. Alors je dis toujours que je ne me soucie pas de si oui ou non mon art est connu après ma mort. L'important, c'est que c'est apprécié aujourd'hui, c'est comme ça que je gagne ma vie, après tout, et c'est génial. Mais ce n'est pas tout. La vraie mesure du succès d'une œuvre d'art est qu'elle devienne comme l'œuvre de Fouquet, qu'elle soit copiée copieusement, remixée vigoureusement, qu'on ait vraiment l'impression que l'œuvre nous appartient, qu'on a le droit de faire tout avec, au point où on oublie qu'il y a des lois qui nous interdisent normalement de jouir de l'œuvre à notre gré. En d'autres termes, la vraie mesure du succès d'une œuvre d'art est qu'on a l'impression que ça nous appartient autant que ça appartient à l'artiste. Ce qui nous emmène à la deuxième étape. Réagissez positivement à l'imitation de votre art. Alors, en théorie, il est facile d'adopter la position pro-imitation, mais quand c'est votre papillon qui est copié, tout ce qui est théorie s'envole. Alors, je me rappelle la première fois qu'on m'a imité dans ma carrière, c'était en 2008, et donc ça faisait 5 ans déjà que je vivais de mon art. Et depuis le début de ma carrière, en 2003, je publiais aussi vite sur le web que je créais les œuvres. Mais en 2008, ça a changé un petit peu parce que j'ai commencé mon blog. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à publier des images du processus. Et donc c'est en 2008 que j'ai trouvé cette œuvre par Tiffany Everett. C'est un autoportrait. Et à ce moment-là, Tiffany était étudiante à une école secondaire. Elle avait elle aussi un blog. Et elle avait dit que, voilà, j'ai créé cet autoportrait, j'ai Gwen-similé mon style. Et ça m'a beaucoup surprise. Non pas parce qu'elle utilisait mon nom pour faire référence à mon style, ça on me faisait presque depuis le début. On me disait que je devais développer un filtre pour photo, pour faire instantanément ce que moi je faisais au cours de plusieurs mois avec mes pinceaux, avec beaucoup de mal parfois. Et je tiens à vous dire que ce filtre a été développé par Picasso, ou plutôt que Picasso a développé un filtre et puis l'a nommé le Simmel. Donc ce n'était pas ce que Tiffany disait, les mots qu'il utilisait, ce n'était pas ça, le fait de faire référence à mon style en utilisant mon nom. C'était plutôt le cœur de ce qu'elle disait, le fait qu'elle trouvait que mon art valait le coup d'être copié. Parce que prendre du temps comme ça pour faire une œuvre et réfléchir à propos de mon art pendant qu'elle faisait son art, c'est un énorme compliment quand même. À ce moment-là, en 2008, je mettais toujours le C du copyright en bas de chaque page de mon site, mais j'avais commencé à repenser les choses sans rien faire quoi que ce soit. Et c'est Tiffany et sa manière de déclarer ouvertement ce qu'elle avait fait, son inspiration, qui m'a donné envie de faire pareil, de rendre tout ça moins effrayant pour les autres artistes. Donc, pour vous,
Comment réussir à cette étape si personne n'est en train de copier votre art pour l'instant? Eh bien, c'est simple. Vous demandez à une amie de copier votre art, vous faites pareil pour eux, et puis vous discutez ce que ça donne. Vous parlez de ce que vous appréciez dans la copie, ce que vous appréciez moins. Et surtout, n'oubliez pas de parler de comment savoir si on a trop copié chez un autre. Alors, au lycée aux États-Unis, on dit qu'on peut copier, on dit aux étudiants qu'ils peuvent copier 20% de la composition d'un autre artiste, mais que le reste doit vous appartenir. Et j'aime bien parce que ça donne un but concret, 20%. Ceci dit, je sais que dans les choix que je fais dans mon atelier, les pourcentages, je ne sais pas si ça pourrait vraiment m'aider. Une autre manière de penser de ce sujet, ça vient de Ella Jurwasowicz, qui est la directrice de Magenia, ce qui est une école de mime à Paris. Elle dit qu'il faut observer quand est-ce qu'on essaie de copier. Si on est en train de travailler sur quelque chose et que ça ne marche pas très bien, et qu'à ce moment-là, on se tourne vers les autres artistes et on imite, là, ça va. Si par contre, avant même de se mettre au travail, on regarde ce qui marche dans le monde artistique, on décide d'imiter seulement ce qui se vend facilement, là, il y a un problème. Pour ma part, je sais que j'ai trop copié chez un autre artiste si je n'ai pas envie de faire ça. Si je n'ai même pas envie de vous montrer mon art à côté de l'œuvre qui l'a inspiré, je sais que j'ai encore du travail à faire. Donc là, je vous montre un détail d'une image, une œuvre plus large. C'est un énorme sac en toile qui, normalement, quand c'est exposé, c'est suspendu du plafond de la galerie. Donc, pour montrer les gratte-ciel dans l'arrière-plan, je savais que je n'allais pas pouvoir montrer là où il grattait le ciel. Alors, comment faire pour montrer des gratte-ciel sans ça? Eh bien, c'est O'Keeffe qui m'a inspiré, qui m'a permis de résoudre ce problème. Et tout ça, ça nous emmène à la troisième étape. Citez vos sources. Alors, parfois, je ne le fais pas, c'est-à-dire quand la référence est très connue, très célèbre, comme ici avec Klimt, je ne fais pas vraiment d'effort spécial. Mais normalement, j'en parle dans des discours, comme ça. J'en parle aussi sur mon blog, parce que les œuvres qui m'ont inspirée font partie de mon processus pour mes œuvres. Comme toutes les images que je vous ai montrées de mon processus, eh bien, l'œuvre de Charlie Harper, ça fait partie, pour moi aussi, de ma réalisation. Alors, l'idée de citer ces sources, c'est déjà très connu dans le monde académique, bien sûr. Ça se fait très facilement, c'est nécessaire dans le monde académique. Et ce n'est pas parce que les universitaires n'ont pas leurs idées, leurs nouvelles idées, c'est plutôt parce que les universitaires comprennent que citer ces sources, ça fournit un contexte pour enrichir la conversation autour d'une idée. Et ce fait de citer ces sources dans le monde académique, ça se traduit déjà dans le monde d'art à travers l'histoire de l'art. Après tout, l'histoire de l'art, tout ce que c'est citer les sources des artistes, même si les artistes ne l'ont pas fait. C'est tracer les sources des artistes. Et la plupart des artistes que moi je connais, ils adorent l'histoire de l'art, se délectant des influences révélées des autres artistes, mais ces mêmes artistes n'ont pas très envie de parler de leurs propres influences. Et je crois qu'il y a deux raisons pour ça. La première, c'est l'idée, le mythe de l'artiste génie qui crée dans le vide, sans influence extérieure. Et même si la plupart des artistes et des amateurs d'art savent très bien que ce n'est qu'un mythe, c'est puissant quand même. Et donc, on sait qu'on peut se faire juger et sévèrement si on cite ces sources. La deuxième raison, c'est à cause de la réalité juridique du droit d'auteur. C'est vrai que si on cite ces sources pourront vous poursuivre pour une violation de leur copyright. Ceci dit, à moins que vous ayez envie d'ajouter au mensonge de l'artiste génie qui crée dans le vide, vous devez ignorer la première raison. La deuxième, par contre, est un petit peu plus compliquée, mais vous pouvez quand même citer vos sources dans certaines situations. Comme par exemple quand l'artiste qui vous a inspiré déclare « oui, je veux bien que les autres artistes s'inspirent », il y a ça. Il y a aussi le fair use ou fair dealing. C'est une limitation sur le copyright
et ça pourrait vous protéger parfois. Faites-le, citez vos sources. Même si ce n'est qu'en privé, entre amis, faites-le parce que quand vous savez que vous allez avoir à citer vos sources, vous commencez vraiment à tracer vos sources, à reconnaître vos sources. Et ça veut dire que vous comprenez mieux votre créativité. De plus, quand vous citez vos sources, vous pouvez vous tenir plus droit parce que vous ne vous inquiétez pas que quelqu'un va arriver et va dire « Vous n'êtes que si grand parce que vous tenez sur les épaules des géants ». Vous pouvez être fier de votre travail et fier du travail des géants qui vous soutiennent. Alors, 4e étape, jouez avec votre paywall. Tous les artistes, tous ceux qui ont une production créative utilisent un paywall du moment où ils gagnent de l'argent avec cette production. Et je veux dire les artistes qui sont adhérents du droit d'auteur, ceux qui ne sont pas, ceux qui savent ce que c'est un mur de paiement, ceux qui ne savent pas. C'est le modèle, c'est le seul modèle. L'exemple le plus connu de ce modèle, c'est le site de journal qui publie la moitié d'un article gratuitement, mais pour lire le reste, il faut payer. Les artistes utilisent ce modèle de manière légèrement différente. Ils ne vous montrent pas la moitié d'une image en demandant un paiement avant de montrer le reste. C'est plutôt qu'ils publient ou partagent certains formats de leurs œuvres gratuitement et en retiennent d'autres pour demander paiement, comme par exemple avec l'œuvre originale dans une galerie. C'est gratuit, tout le monde qui est dans la même ville peut aller voir l'œuvre. Cette même œuvre dans une maison privée, ça, il faut payer pour ce privilège. Il faut acheter l'œuvre. Donc, c'est la même œuvre, c'est la même forme physique de l'œuvre. Ce qui change, c'est le contexte, et ça fait que c'est deux différents formats. Un autre exemple, ce serait publier les œuvres sur le web. Normalement, les artistes le font gratuitement. Du moment où vous avez une connexion web, Internet, vous pouvez voir les œuvres. Mais si vous voulez une reproduction sous forme physique, comme une affiche, là, vous devez payer. On va regarder des exemples plus concrets. Pour commencer, il y a l'artiste qui vous fait payer pour tout. On les reconnaît tout de suite parce qu'ils mettent des filigranes de copyright au milieu de leurs images. Et ces artistes-là sont nombreux, donc je n'ai pas envie de leur faire la pub. Donc je vous montre mes photos avec des filigranes dessus pour montrer ce que ça donne, pour illustrer un petit peu. Je tiens à vous dire que je ne mets pas normalement de filigrane comme ça, c'est juste pour montrer. Et chaque fois que je vois ça, c'est tellement dommage, c'est parce que ces gens-là, ils vous font payer pour tout, même pour pouvoir apprécier l'œuvre sans la distraction du filigrane. Et à chaque fois que je rencontre un artiste qui fait ça, je pense à cette bande dessinée de Nina Paley. Donc le mot en anglais pour filigrane, c'est watermark, ce qui veut dire littéralement marque d'eau. L'un dit à l'autre, et c'est mon nouveau gâteau, ça sent le pipi, parce que j'ai fait pipi dessus. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'on me le pique. Un autre exemple, ça vient de Tatiana Fazalizadeh. Il y a quelques années, elle a créé un projet qui s'appelle « Arrêtez de dire aux femmes de sourire ». Et c'était des portraits de vraies femmes qu'elle avait rencontrées. Et le texte vient d'une interview avec la femme, et c'est à propos de l'harcèlement dans la rue. Et donc les images ont été exposées dans les rues de New York, là où le projet est né. On pouvait les voir sans payer quoi que ce soit. On pouvait même y participer si on voulait, sans payer, encore une fois. Ceci dit, Fazalizadeh a pu se faire rémunérer un petit peu pour ce projet parce qu'elle l'a refait dans d'autres villes. Et pour le refaire, elle a fait un Kickstarter, donc elle s'est fait payer un petit peu. Aussi, il y a le fait que Fazalizadeh a d'autres formes de son art, des objets traditionnels qu'on voit dans des galeries. Donc elle joue avec son paywall. Elle a plusieurs différents formats de son art. Un autre exemple vient de Myriam Elia. Elle a publié elle-même ce livre qui s'appelle « Nous allons à la galerie ». Et c'est une parodie d'une série de livres Peter and Jane qui sont très connus au Royaume-Uni. Là, je vous montre des images de la série originale. Ce sont des histoires à propos d'une famille nucléaire blanche pas très intéressante. Donc il fallait faire une parodie, et Elia l'a fait. Et
là, je vous montre l'œuvre d'Elia. Et elle a eu des problèmes pour cette parodie. La maison d'édition qui est responsable pour l'œuvre originale lui a même offert de détruire son stock de livres, ou l'aider à le faire, à ce point-là. Tout ça est déjà intéressant, mais surtout quand on connaît un petit peu le parcours d'Elia, elle se décrit parfois sur le web comme professional copyright infringer, c'est-à-dire quelqu'un qui fait exprès de transgresser sur le droit d'auteur des autres. Et presque en même temps qu'elle avait fait ce livre, elle avait aussi publié ce livre avec son frère. Et pour publier ce livre, elle a travaillé avec une grande maison d'édition. Là, je vous montre la page copyright pour ce livre. Et c'est intéressant, ça me fait poser des questions, parce que en même temps qu'elle faisait ça, moi j'ai publié moi-même ce livre, Le crime contre nature. Ce sont des images d'animaux qui ne vont pas avec nos idées traditionnelles du genre et du sexe. Donc moi j'ai publié ce livre, et dans les années entre-temps, il y a 3 différentes maisons d'édition qui ont voulu refaire ce projet avec moi, et tous les 3 ont finalement dit non. Et d'une part, c'est parce que j'insistais sur garder ce projet dans le domaine public. Donc, ça veut dire qu'en essayant de libérer mon art complètement, j'ai réussi à me censurer, parce qu'une auto-édition n'a pas le public d'une édition faite par une grande maison. Alors, comment faire si on veut être artiste qui va mener la révolution? Comment faire? Il faut travailler parfois avec des institutions qui résonnent toujours à l'ancienne. Et c'est Elia qui m'a appris ça. Elle m'a appris que ce n'est pas cette image qui compte, ce n'est pas mon gradateur individuel, ce n'est pas votre gradateur individuel. Même si parfois votre gradateur se pousse plus vers le copyright, ça ne fait rien. Ce n'est pas à vous d'être pur pour la révolution. C'est ça qui compte. C'est les gradateurs de nous tous. Parce qu'encore une fois, on ne fait pas le travail de la culture libre seul, on le fait ensemble. Et ce n'est pas pour dire que si on est artiste libre, on ne peut pas travailler avec des entreprises, parce qu'il y a quelques années, l'agence publicitaire du Gap, le magasin Le Gap, m'a contacté. Il voulait utiliser cette œuvre d'art postale que j'avais créée. Là, j'ai enlevé les adresses. Ça, c'est l'image qu'ils ont utilisée. Ils ont modifié les adresses. Et c'était pour mettre dans une affiche, comme ça, un collage d'images pour promouvoir l'esprit américain du Gap à l'étranger. Et pour faire ça, ils ont été obligés de parler avec moi. Et enfin, ils l'ont fait. Et il y a 2 raisons, je crois, au moins 2 raisons. Et numéro 1, c'est parce que c'est une énorme entreprise, donc avec plein d'avocats. Et les avocats leur ont dit vaut mieux gérer vos risques. On ne connaît pas cette dame, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Même si elle met sur son site, vous pouvez utiliser mon œuvre comme vous voulez. Même si elle met sur son site domaine public, vaut mieux lui faire signer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Il y a aussi le fait que je mets mes œuvres, mes images à haute résolution derrière mon mur de paiement. Et je fais ça. Donc ils étaient obligés de me contacter pour avoir l'image à haute résolution. Et je fais ça parce que quand je ne le fais pas, j'ai trop de demandes. Et puis de plus, c'est pas que je vais poursuivre quelqu'un si cette personne utilise une image à haute résolution qu'il trouve sur Internet, et il y en a. C'est plutôt que je rends service quand je fournis l'image à haute résolution. Donc c'est pour ça que je le mets derrière mon paywall. Un autre artiste croirait que construire un mur plus haut, englobant plus d'usage de son art, il gagnerait plus d'argent. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que la plupart des gens qui me payent pour mon art, ils ne me payent pas pour les œuvres que j'ai déjà créées, mais pour l'art à venir. Il y en a certains même qui ne veulent même pas quelque chose en échange. Ce n'est pas pour un objet qu'ils vont avoir en me donnant de l'argent. Et ils le font souvent sur des plateformes comme LiberaPay ou Patreon. Et ils le font pour le plaisir de soutenir un artiste. Sur ces plateformes, vous pouvez donner automatiquement chaque mois $1, $5 à un artiste que vous voulez soutenir. Passons maintenant à la 5e étape.
on arrive à la fin, presque. Utilisez les licences Creative Commons. Alors, c'est drôle parce que la prémisse de ce discours, l'idée qu'on pourrait s'interroger sur le droit d'auteur avant de l'employer, ce n'est même pas si farfelu pour la plupart des artistes. Et je sais, parce que je ne peux pas compter à combien de reprises on m'a dit « Ouais, ça ne me gêne pas si les autres artistes sont inspirés par ce que je fais, c'est plutôt que je ne veux pas que les entreprises utilisent mon art dans un but lucratif. » Et ça veut dire que ces gens-là qui me disent ça ne veulent même pas tous les droits qui sont contenus dans le droit d'auteur. Et c'est le droit de contrôler quand, qui, comment les autres impriment ou distribuent votre art, utilisent votre art dans un but lucratif ou créent une nouvelle œuvre à partir de votre œuvre. Et si vous êtes comme ces artistes qui me disent ça, et vous aussi, ça ne vous dérange pas, ou vous ne vous intéressez pas à tous ces différents droits qui sont contenus dans le droit d'auteur, vous pouvez utiliser des licences Creative Commons. Du moment où vous voulez bien que les autres affichent votre art sans vous demander la permission, d'abord, vous pouvez utiliser ces licences. Ils sont construits de plusieurs éléments. Il y a l'élément BY, c'est le mot en anglais pour buy, pour part, qui veut dire nommer, nommez-moi quand vous utilisez mon art. Non-commercial, demander la permission avant d'utiliser mon art dans un but lucratif. No derivatives, ne pas faire de remix de mon art sans me demander la permission d'abord. Et share alike, partager de même, qui veut dire que la prochaine personne va partager sous la même licence. Si vous êtes comme ces artistes dont j'ai parlé, voici votre licence, CC BY NC. Ne pas utiliser dans un but lucratif avant de me demander d'abord. Vous ajoutez le SA pour faire partager un petit peu plus ce Creative Commons. Les licences Creative Commons, quand je les vois, quand je trouve une œuvre d'art, je rencontre une œuvre d'art sur Internet et je vois des licences comme ça, j'ai l'impression que l'artiste me dit « Oui, bonjour, comment allez-vous ?» C'est très poli. Tandis que quand je vois ça, à côté d'une œuvre d'art sur Internet, j'ai l'impression que l'artiste me dit « Non, et non, et non ». Donc, ce n'est pas très accueillant. Ce qui nous amène à la 6e étape, la dernière étape, libérez votre art complètement. Et lorsque vous en arrivez là, n'oubliez pas d'en parler et souvent, parce que l'art n'est pas vraiment libre si on ne sait pas qu'il est libre. Et justement, j'ai commis cette erreur au début pour expliquer. Mon art est libre du droit d'auteur depuis 2009, mais pas de tout droit. Parce que pendant les 9 premières années de ma carrière, donc de 2003 jusqu'à 2012, je peignais presque exclusivement des portraits. Et ça veut dire que les sujets avaient leur mot à dire sur comment ces images étaient utilisées. Puis en 2012, j'ai créé ce livre « Le crime contre nature » et je l'ai fait d'une part parce que je voulais créer des œuvres qui étaient complètement libres de droit. Et dès que je l'ai publié, il y a le journaliste Lionel Morel, vous le connaissez peut-être, je ne sais pas, qui a écrit des articles à propos de ces œuvres. Et il les a décrits en disant « Voilà, ces œuvres sont dans le domaine public ». Et il avait raison, mais ça m'a surpris un petit peu parce que sur mon site, je ne mettais pas ce terme. Je trouvais trop technique. Je disais plutôt « Utilisez mes œuvres comme vous voulez ». Mais après qu'il avait fait ça, je me suis dit « Non, je vais commencer à utiliser le terme ». Et donc, j'ai commencé sur mon blog. Puis, il y a quelques années après ça même, c'est Richard Stallman qui m'a persuadé que je devais mettre le terme domaine public sur mon site, sur ma page anti-copyright sur mon site. Quand je pense à tout cela, au fait que mon art est libre, je souris. Je souris parce que je suis contente, mais c'est un sourire un peu moqueur en même temps. Parce que je pense à tous ces artistes, ces entrepreneurs, tous ceux qui ont une production créative, ce sont des rebelles, ils veulent changer le monde avec leurs idées. Mais ces mêmes gens conforment, ils obéissent complètement sur le sujet du droit d'auteur. Être libre, aujourd'hui, il y a toutes sortes de différentes manières de le faire.
parce qu'il y a toujours toutes sortes de différentes manières de faire une chose, mais aussi parce que l'univers libre, c'est tellement ouvert, on est toujours en train de découvrir de nouveaux coins. Et donc être libre aujourd'hui, vous pouvez le faire, c'est même pas en libérant votre art complètement que c'est la meilleure manière de le faire. Vous pouvez le faire justement en reconnaissant que l'imitation joue dans la créativité, en réagissant positivement à la copie de votre art, en citant vos sources publiquement, en parlant du mur de paiement et en expliquant aux autres ce que c'est, et en utilisant des licences Creative Commons. Ce ne sont pas des gestes qui sont aussi grandioses que le geste de mettre son art directement dans le domaine public, mais ça ne fait rien, ce sont des gestes importants, ce sont un début, et il faut commencer par quelque part. Voilà.